Bonsoir à tous. Asma et moi, donc vous l'aurez compris, la transition était parfaite. On va vous parler du projet de loi, non pas de la loi, mais du projet de loi. On peut toujours espérer qu'il ne soit pas voté, mais sans trahir de secret, il le sera et très rapidement. Alors je vais essayer de faire court. Je vais faire court. Qu'en est-il? On nous a posé la question, qu'en est-il de cette loi Asile-Immigration? Rien de bon. Je vais faire plus court. Merci beaucoup. Merci. Bon, je vais développer un petit peu, mais oui, alors effectivement, ce n'est donc pas encore une loi, c'est bien un projet de loi en discussion. Certes, il a été adopté par l'Assemblée nationale, mais il reste le Sénat, qui est bien connu, et la chambre la plus révolutionnaire de nos institutions, et qui va balayer ce projet de loi, évidemment, d'un revers de main, c'est bien connu. Non, qui risque même de le renforcer, de renforcer ses aspects les plus répressifs, et c'est à craindre, malheureusement. Alors, la question est pourquoi en fait insister sur ce projet de loi particulier? Pourquoi aujourd'hui on nous réunit pour parler de cette loi Asile-Immigration, alors qu'on nous a habitués depuis des années à ces réformes en fait, qui reviennent très régulièrement à chaque alternance, voire parfois même 2 fois par mandature. Et en fait, ce projet de loi est particulièrement dangereux et exceptionnel à plusieurs égards, et c'est justement de ça dont on va essayer de vous parler. Il est exceptionnel tout d'abord par la rapidité de son élaboration. Le ministre Collomb argumente et fait valoir cette urgence extrême à légiférer sur la question de l'immigration, alors même, on l'a dit, la dernière loi date de 2016. Il y a donc cette procédure d'adoption de loi en urgence, en procédure accélérée, qui est une procédure exceptionnelle prévue par la Constitution et qui fait qu'au lieu d'une navette entre les 2 chambres, ça sera vraiment accéléré, il n'y aura qu'un seul passage par chambre. Donc là, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Si le Sénat l'adopte, l'affaire est réglée. Donc c'est très rapide, et ce qui me permet de vous parler d'un avis du Conseil d'État, qui a aussi ce rôle de conseiller du gouvernement. Et donc le gouvernement le sollicite à chaque loi pour qu'il donne un avis, qui est souvent un avis très aseptisé, très dans le sens du gouvernement, sans prendre beaucoup de risques. Et là, le Conseil d'État a dit en ces termes qu'il regrette que le projet de loi ne peut même pas s'appuyer sur une année entière d'exécution de certaines mesures issues de la loi de 2016, et déplore que s'emparer d'un sujet aussi complexe à d'aussi brefs intervalles rend la tâche des services chargés de leur exécution plus difficile, diminue sensiblement la lisibilité du dispositif. Ça paraît un peu technique, mais en termes diplomatiques et en termes du Conseil d'État, c'est une critique assez acerbe. Et ça veut vraiment dire que ce projet de loi n'a pas de raison d'être en réalité, et qu'il ne sert à rien. Donc, exceptionnel d'abord par la rapidité de son élaboration et de son vote. Ensuite, il est exceptionnel à travers les oppositions qu'il a suscitées. On n'avait jamais vu une telle opposition à un projet de loi Asile-Immigration. Vraiment, ça réunit toutes les associations qui sont d'ailleurs, comme l'a dit Odile, se sont réunies en états généraux des migrations afin de porter une parole différente. On a le défenseur des droits, Jacques Toubon, ministre de droite, qui est pareil, pas réputé pour être quelqu'un de très révolutionnaire, qui joue son rôle de défenseur des droits, qui le prend très à cœur, et qui a parlé d'un projet de loi qui maltraitait le demandeur d'asile. Donc là aussi, ce sont des termes forts pour ces institutions quand même administratives, constitutionnelles. Contrôleur général des lieux de privation des libertés a présenté, s'est inquiété vivement à propos de certaines mesures d'enfermement des personnes et des mineurs notamment. Commission nationale consultative, le Haut Commissariat des réfugiés, l'Office français pour les réfugiés et les apatrides, l'OFPRA, dont les agents ont fait la grève pendant 18 jours, une grève exceptionnelle, c'est une première. La CNDA, grève de 28 jours des rapporteurs de la CNDA, c'est là aussi un record absolu. Les avocats, les associations, qui elles sont plus habituées à contester ces lois, mais je veux dire, le fait d'avoir un panel aussi varié d'acteurs du droit des étrangers qui contestent de façon aussi unanime ce projet de loi, à mon avis, en dit long. Et malheureusement, ces personnes n'ont pas du tout été écoutées
aucune concertation réelle n'a été mise en place et c'est à déplorer. Et enfin, ce projet de loi est exceptionnel par la gravité des atteintes aux droits fondamentaux des personnes étrangères qu'il propose. C'est ce dont Asma va vous parler, mais avant ça, je voudrais vous parler d'un autre point. Quand on parle d'un projet de loi, quand on cherche à l'analyser, sans être un juriste nécessairement, mais ce qui est intéressant, c'est déjà de s'intéresser au titre du projet de loi. Comment le gouvernement, le ministre, a décidé de présenter ce projet de loi. Là, le projet de loi s'appelle « Pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif », et ils ont rajouté à travers un amendement, une intégration réussie. C'est intéressant parce que ce sont des termes qui en réalité sont très pesés et qui ont du sens individuellement. Et quand on les met ensemble, c'est une façon, encore une fois, en parlant d'immigration maîtrisée et de droit d'asile effectif, d'opposer ces deux choses. Comme si l'effectivité du droit d'asile était conditionnée par une fermeture des frontières et par plus de répression, plus de... En fait, cette maîtrise de l'immigration. Cette maîtrise de l'immigration, en termes de la vie de tous les jours, c'est la fermeture des frontières et voilà, tout ce qui est enfermement, expulsion, répression, suspicion. Les bons étrangers, immigration choisie, immigration subie, vous voyez, cette opposition qui, en plus d'être illégitime, est fausse et complètement poreuse. Ces catégories sont totalement poreuses et n'ont pas de sens, comme vous l'a très bien dit Odile. Les demandeurs d'asile peuvent ensuite se retrouver sans papier et inversement. Enfin, ce sont des choses qui n'ont en soi pas de sens. Ce qui me permet également de rebondir sur ce qui a été dit en présentation à travers un certain nombre de mots. Et c'est quelque chose qui est très intéressant en droit des étrangers, c'est cette sémantique et le choix des mots. Quand on parle de migrants, quand on parle de clandestins, par exemple, quand on parle de migrants, à partir de quand une personne n'est plus migrante? À partir de quand son processus de migration s'arrête-t-il? En fait, l'utilisation du mot migrant, en quelque sorte, il condamne ces personnes à leur migration. C'est une forme d'essentialisation qui les réduit à leur mouvement. Est-ce qu'un sans-papier est un migrant? Est-ce qu'un sans-papier qui est là depuis 40 ans, les Chibani, les vieux travailleurs immigrés, est-ce qu'ils sont encore des migrants? Ou est-ce qu'un jour on pourra bien considérer que leur présence en France, leur installation, leur intégration fait d'eux des résidents français avec des droits? Donc je trouve que cette utilisation des mots, elle doit être questionnée et c'est intéressant. Également, quand on parle de mouvement d'immigration, vous l'avez dit, en Outre-mer, et ça me permet de parler un petit peu de la question de l'Outre-mer, et la question de Mayotte que vous avez évoquée. Est-ce qu'on parle de mouvement d'immigration parce que ça voudrait dire déjà que les Comoriens sont des étrangers par rapport à Mayotte, alors qu'on sait très bien que les Comoriens et les Mahorais font partie d'une même entité, un même archipel, et qu'ils ne sont pas étrangers. La création de la frontière entre Mayotte et les Comores, totalement arbitraire, c'est vraiment du jour au lendemain. On a créé un visa Balladur, c'est le Premier ministre Balladur qui avait créé ce visa, a mis une frontière à cet endroit entre l'île de Mayotte et le reste de l'archipel des Comores, de façon totalement illégale et contestée par le droit international. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à parler d'immigration. Là où, jusqu'à présent, on parlait de mouvement de population, de personnes qui allaient d'une île en île. Et cette question des mouvements de population, nous, au GISTI, elle nous intéresse particulièrement parce qu'on revendique et on considère que la réponse à ces différentes problématiques, ça serait la liberté de circulation, en laissant les gens circuler. Et ça ne veut pas dire l'abolition des frontières, ça ne veut pas dire la fin des souverainetés, ça voudrait simplement dire la fin des morts en mer, et que ça soit aux Comores, dans l'archipel des Comores, ou en Méditerranée, comme on connaît aujourd'hui. Dublin, rapidement, juste, à mon avis, Odile, tu l'as bien présenté. La procédure Dublin, c'est uniquement le fait que le premier État dans lequel la personne entre est responsable de la demande d'asile. C'est ce qu'on fait de mieux en termes d'hypocrisie, puisque l'Europe, on sait bien que les personnes entrent tous au même endroit. Donc, ce qu'on a organisé, on a organisé les flux migratoires à travers une question de l'entonnoir. L'image de l'entonnoir est assez claire. Donc, les personnes arrivent toutes aux mêmes endroits, c'est-à-dire en Italie et en Grèce. Donc, à partir de là, ça veut dire que la procédure Dublin, c'est
les demandes d'asile européennes doivent être traitées par l'Italie et la Grèce, ce qui est matériellement impossible, mais est juste là pour créer des complications sur le chemin des... Et la Bulgarie. Et la Bulgarie. Ça, il faudrait en parler. Les camps, en fait, en Grèce, Voilà. des camps surpeuplés de plus de 8000 personnes dans des conditions totalement indignes. Et aussi, Dublin, vraiment, c'est l'abolition du choix de la personne de déposer sa demande d'asile dans le pays qu'elle souhaite. Finalement, on lui impose d'aller dans le premier pays par lequel elle est entrée ou bien le pays par lequel elle a eu un visa, si elle est entrée avec un visa. Donc vraiment, c'est une personne étrangère n'a pas le choix. On lui impose des règles, on lui impose une réglementation et on ne lui laisse même pas le choix du pays dans lequel elle veut vivre et dans lequel elle veut déposer sa demande d'asile. Vas-y. Alors du coup, donc moi, ce soir, on va pas pouvoir parler de toutes les dispositions qu'il y a dans le projet de loi. Donc du coup, j'ai fait un choix arbitraire. J'en ai choisi quelques-unes sur lesquelles on va discuter. Donc sur les délais de recours. Donc le projet de loi prévoit de réduire les délais de recours. Comme l'a expliqué Odile, donc un demandeur d'asile passe par l'OFPRA. S'il est débouté, sa demande d'asile est rejetée par l'OFPRA, il peut faire un recours devant ce qu'on appelle la Cour nationale du droit d'asile. Actuellement, il a 1 mois pour faire son recours. C'est-à-dire qu'il a 1 mois pour faire remplir une demande d'aide juridictionnelle. Parce que concrètement, il n'a pas les moyens de payer un avocat, et puis il n'a aucune ressource, donc il a le droit à l'aide juridictionnelle. Il faut remplir cette demande d'aide juridictionnelle, qui est bien sûr en français, donc il faut trouver une association ou une permanence juridique qui va remplir cette demande d'aide juridictionnelle. Ensuite, il faut rencontrer l'avocat, préparer le dossier. Donc déjà, actuellement, en 1 mois, c'est compliqué. Et donc là, le projet de loi le réduit à 15 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que le délai de droit commun, c'est-à-dire que n'importe quelle personne ici dans cette pièce qui n'est pas étrangère, quand on veut faire un recours contre une décision administrative, on a 2 mois, nous. Une personne étrangère, elle a 1 mois, et puis maintenant, elle va avoir 15 jours. Donc c'est toujours des régimes d'exception envers les personnes étrangères. Donc là-dessus, l'Assemblée nationale n'a pas du tout écouté les amendements qui ont été proposés, et donc voilà, c'est 15 jours. Ensuite, la visioconférence, les visio-audiences. Donc ça, c'est quelque chose qui est mis en place par ce projet de loi, qui est systématisé. Ça existait déjà, notamment en Outre-mer, parce que l'Outre-mer, c'est un laboratoire des droits, donc on teste des choses en Outre-mer, puis après on les applique en métropole. Donc la visioconférence, qui sera imposée aux demandeurs d'asile et à la personne étrangère, même dans d'autres contentieux. Et si la personne refuse, dit non, moi je refuse la visioconférence, eh ben, elle n'aura pas d'audience et elle sera... il y a vraiment le consentement de la personne est totalement oublié. Et donc la visioconférence, c'est concrètement, donc la personne va être dans un bureau, puis les juges seront à l'audience, à la cour, à Montreuil, avec du coup toute la salle d'audience qui sera à Montreuil. La personne sera, je sais pas, sûrement dans son centre d'hébergement. Donc ça pose aussi des questions en termes de pratique, de déontologie aussi du travail social notamment. Et donc là, on se pose la question, est-ce que l'avocat du demandeur d'asile sera du côté de la cour pour surveiller notamment les droits de la défense, la publicité notamment de l'audience, ou est-ce qu'elle sera du côté de son client, du demandeur d'asile? On peut également se poser des questions sur la place de l'interprète. Est-ce qu'il va être du côté du demandeur d'asile ou du côté de la cour à Montreuil? Et surtout toutes les questions techniques. Enfin, actuellement, il existe de la visioconférence, il y a toujours des problèmes d'images qui sautent, de sons qui s'arrêtent. Donc concrètement, et puis l'aspect humain bien sûr. Là, on parle de demandeurs d'asile qui par définition sont des personnes vulnérables et qui parlent de leur histoire devant des juges. C'est difficile d'en parler déjà. C'est souvent des personnes aussi qui sont victimes de stress post-traumatique. Donc là, c'est raconter ses craintes, ses persécutions, des viols, des violences, le fait d'avoir vu peut-être toute sa famille mourir sous ses yeux, le raconter à travers un écran, voilà, à des personnes qui sont censées quand même décider de son avenir. Est-ce qu'on va nous donner l'asile ou pas? Donc ça pose énormément de questions. Donc ça va être appliqué de manière systématique, proposé. En fait, c'est souvent les demandeurs d'asile qui seront présents, qui sont dans toutes les autres régions, en fait, et qui ont du mal à venir à Montreuil, à la cour. Mais ça sera aussi appliqué par le juge des libertés de la détention pour les personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention et dans les zones d'attente, et également par le tribunal administratif qui va aussi se mettre à la visioconférence pour toutes les personnes qui seront pareilles dans une autre région. Et donc on imposera la visioconférence dans beaucoup d'audiences, dans beaucoup de contentieux. Et enfin, le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'était la rétention et les délais de rétention. Donc aujourd'hui, actuellement, une personne peut être maintenue dans un centre de rétention et donc privée de liberté jusqu'à 45 jours. Si au bout de 45 jours, on n'a pas réussi à l'expulser, on la libère.
en sachant que, en moyenne, on expulse une personne sous 12 jours. Donc si la personne n'est pas expulsée sous 12 jours, en moyenne, concrètement, elle ne va pas être expulsée. Et donc en fait, on va la laisser, on va l'enfermer, on va la laisser enfermer. C'est une forme de punition finalement, et puis on va la sortir au bout de 45 jours. Le projet de loi double le délai, on passe à 90 jours. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement avait proposé d'aller jusqu'à 130 jours. Que du coup, l'Assemblée nationale a dit 90 jours. Donc c'est, encore une fois, c'est vraiment, on pénalise la personne étrangère parce qu'on l'enferme, on la prive de liberté. Et concrètement, ça n'a aucune effectivité, quand on parle d'effectivité, sur les expulsions. Donc ça ne sert strictement à rien. Et on va parler un point sur les enfants en rétention. Alors c'est illégal, déjà, on va commencer par ça. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme à 6 reprises pour traitement inhumain et dégradant, parce qu'elle a enfermé des enfants. Comme tu l'as dit, il y a donc en 2017, en métropole, presque 300 enfants qui étaient enfermés, et à Mayotte, plus de 4000. Plus de 4000 enfants sont enfermés à Mayotte en 2016. On n'a pas encore les chiffres de 2017. En Mayotte, de toute façon, c'est un scandale en termes d'atteinte aux droits, et notamment des personnes dites étrangères. Donc voilà, le ministre Collomb, parce qu'il y a eu quand même certains députés de La République En Marche, ont dit il faut mettre fin à la rétention des enfants, tout de même. Et là, il a dit non, votez quand même, on ne va pas prendre en compte votre abonnement qui interdirait la rétention des enfants, mais on va faire des travaux dans les centres de rétention pour mieux accueillir les enfants, notamment les familles. Donc voilà ce qu'a proposé le ministre, et donc ils ont voté, et donc il n'y a pas de souci, 90 jours maintenant, la rétention. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc,